Bonjour chers abonnés, pour ce numéro nous sommes venus à la rencontre de Fatoumata Sisingom, écrivaine, ingénieure en mathématiques financières et en informatique et analyste politique économique au sein de l'OCDE. Ce numéro sera réalisé au sein de la galerie située à Paris, la galerie des photos ARZ, et sera divisé en 2 épisodes. Pour now, si jawuji kumai gunge di sakunya senyedi alwan ajana isu fumu fete sama hel maidan si berek sama khol te sama khol mo putole ni maganan singal bayi menu job ni wara janako. Bonjour Fatoumata Sisingom. Bonjour Wally. Merci d'avoir bien voulu nous accueillir dans ce lieu splendide. En parlant de ta sensibilité artistique, tu es écrivaine. Alors, comment est née cette passion pour l'écriture? Alors, c'est une passion, je dirais pas que c'est une passion, c'est plus un état en fait naturel chez moi d'écrire et de créer et de restituer mes pensées donc sur le papier. Depuis que je suis toute petite, j'écris voilà, des textes, j'écris mes pensées, mes états d'âme. Donc voilà, donc c'est pas une passion, mais c'est plus un état, c'est plus une condition qui est naturelle chez moi et qui m'accompagne voilà, tous les jours. Donc peut-on parler de don pour l'écriture ou quelque chose que tu aurais cultivé? Alors, peut-être les deux, hein, en fait. Peut-être les deux. Et j'aime pas trop le terme don parce que ça donne une coloration un peu voilà, spéciale, spécifique, etc. Je dirais plutôt c'est une prédisposition que j'ai eue depuis toute petite et que j'ai aussi cultivée à travers la lecture qui m'a beaucoup aidée aussi à écrire, à avoir le feu, on va dire, pour écrire moi aussi. Et voilà, il faut aussi dire que j'ai été beaucoup encouragée quand j'ai été petite voilà, par mes parents, par mes professeurs, par ma famille plus globalement. Donc je dirais que c'est un don et aussi quelque chose que j'ai cultivé à travers les années et qui se renouvelle aussi. Hein, c'est quelque chose qui se renouvelle chez moi à travers le temps aussi. Ce qui a abouti à la publication notamment du roman Le silence du totem. Oui, tout à fait. Donc le roman, c'est donc Le silence du totem qui est paru en avril 2018, donc ça fait un petit moment maintenant, et qui parle de la restitution des œuvres d'art africains. Le roman se passe, en tout cas l'histoire se passe entre autres au musée du Quai Branly, qui est le musée des arts premier, je vais garder le terme premier moi, et ça se passe aussi voilà, à l'UNESCO, à Khalambaz, donc qui est un village, un vrai village du coup qui se trouve au Sénégal, qui est le village de mon père, de ma famille paternelle, et voilà, l'histoire se passe aujourd'hui, mais aussi du temps voilà, de la colonisation, avec l'arrivée des explorateurs missionnaires qui venaient voilà, évangéliser les peuples, notamment dans un village sérère, dans le village de Khalambas. Et voilà, donc ça se passe au musée du Quai Branly. L'héroïne s'appelle Sitoé Imandjouf, qui travaille au musée du Quai Branly et qui... Voilà, qui entre dans une sorte de quête à travers les temps et les espaces, avec un totem qui est le personnage principal en fait du roman, et voilà, elle est un peu dans la peau d'une enquêtrice, anthropologue, pour pouvoir restituer aux personnes pertinentes ce totem qui se trouve donc dans des réserves du musée du Quai Branly. Je ne vais pas en dire beaucoup pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais en gros c'est ça, voilà, c'est ça l'histoire condensée. D'ailleurs, entre guillemets, entre parenthèses, comment acquérir Le silence du totem? Bon, c'est disponible en ligne, voilà, sur les sites de vente en ligne, et aussi, je pense, c'est possible de le commander chez son libraire de quartier.
En France et au Sénégal, et un peu partout, oui. Et pour en revenir au livre, alors la restitution des œuvres d'art aux pays africains, pourquoi ce thème est son sujet qui te tient à cœur? Alors, c'est un sujet qui est venu à moi naturellement, en fait. Quand je dis naturellement, c'est venu à moi sans que j'ai à le chercher. L'idée m'est venue, bon, au-delà de mon intérêt et de ma sensibilité artistique, l'idée m'est venue un jour quand j'ai visité le musée du Quai Branly. Voilà, j'étais rentrée dans le musée et là, tout de suite, je me suis posé voilà, beaucoup de questions sur les œuvres d'art. C'est aussi parti d'un manque en tant que visiteur d'un musée où sont exposées des œuvres africaines qui n'avaient pas vocation, en tout cas initialement, à être exposées dans des musées. Même si moi, j'ai aucun problème avec les musées. Voilà, je pense que c'est des lieux formidables pour montrer l'histoire des peuples et pour aussi montrer le génie des peuples, notamment des peuples africains, mais pas que, des peuples amérindiens, des peuples voilà, de l'Océanie, etc. Et voilà, donc moi c'est parti d'une sorte de frustration que j'ai eue ce jour-là en visitant le musée, où j'ai pas trouvé finalement l'histoire véritable, l'histoire véritable des œuvres qui étaient exposées, voilà, parce qu'à part la date d'acquisition, à part voilà, le lieu d'origine et en tout cas l'explorateur ou bien voilà, l'individu en tout cas qui l'a in fine cédé au musée. Il n'y a pas eu toute l'histoire derrière en fait, voilà, la signification première, originelle des œuvres d'art pour les peuples qui les ont façonnées. J'ai aussi pas eu, et ça c'est quelque chose qui est finalement qui sera toujours perdu, des informations sur l'artiste, finalement, les artistes qui ont façonné, qui ont par exemple sculpté certaines statues, etc. On ne saura jamais qui c'est, d'un point de vue nominal, on ne saura pas qui a façonné ces œuvres-là. Voilà, donc j'ai senti une sorte de mise au silence, voilà, une sorte de silence qui émanait de ces œuvres-là, qui étaient exposées, qui avait une vraie histoire, une vraie signification, une vraie symbolique, mais qui n'était pas restituée sur les cartels d'exposition. Il y a eu ça et il y a aussi voilà, et ça c'est peut-être ma sensibilité, il y a eu des ressentis que j'ai eu ce jour-là, voilà, en termes d'énergie, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà, que quelque chose était en train de se passer entre moi et les œuvres, en fait, finalement, peut-être un dialogue muet, en fait, qui était en train de se dérouler ce jour-là. Et voilà, donc j'ai voulu un peu rendre justice et je pense que c'était aussi lié à mon état d'esprit à ce moment-là, voilà, rendre un peu justice à ces œuvres qui n'avaient pas vocation à être exposées et qui aussi doivent en tout cas avoir l'histoire et la présentation finalement qui leur est due dans les musées occidentaux ou pas, occidentaux, africains, voilà. En tout cas, il faut que leur histoire soit racontée, soit restituée, l'histoire de leur captation, l'histoire voilà, de leur déportation, de leur exil. Qui doit aussi être racontée voilà, de façon factuelle et neutre en fait. Donc voilà, donc tout est parti de là. En sortant du musée, j'avais déjà l'histoire voilà, de mon roman, voilà, Le silence du totem. Et j'ai dû faire quand même beaucoup de travail parce que j'étais pas anthropologue, donc j'ai fait beaucoup de travail, de recherche. Et aussi de commissariat d'exposition, etc. J'ai même fait une formation de commissariat d'exposition pour vraiment habiter mon personnage qui venait d'être créé ce jour-là. Et voilà, donc tout est parti de là. Après, il y a eu toute une période d'écriture très très plaisante finalement, très voilà, nourrissante, nourricière pour moi. J'ai beaucoup appris sur moi et c'est comme ça aussi que l'écrivaine Fatoumata Sissi Ngom est née aussi. Voilà, donc
C'est ça, en gros. Et je sais aussi que c'est un combat qui, entre guillemets, qui te tient à cœur. Donc je voulais savoir aujourd'hui, à date, quel bilan tires-tu de ce combat qui consisterait à promouvoir la restitution aux pays africains de certaines œuvres d'art. Oui, donc au moment où je l'ai écrit, donc voilà, on était en 2018, c'était, oui, vous avez utilisé le mot combat, bon, je ne sais pas si j'aurais utilisé le même mot, mais en tout cas c'était une cause, c'était une, pas une mission, mais voilà, c'était une cause, un but que j'avais moi à ce moment-là, voilà, de contribuer, d'engendrer finalement aussi quelque chose qui était en train de se passer entre la France, entre les pays africains et même par expansion entre les anciens colonisateurs et les anciens pays colonisés. Voilà, et je pense que le récit, le roman aussi permet de démocratiser certains sujets, notamment le sujet de la restitution des œuvres d'art qui était quand même un sujet assez élitiste, slash politique, slash un peu voilà, stratosphérique, voilà, qui était débattu dans les milieux un peu voilà, élitistes et fermés. Donc le roman aussi permet de démocratiser et de ramener voilà, le sujet dans la rue, enfin, si je peux m'exprimer comme ça, pour que l'individu dans la rue aussi puisse prendre connaissance de certains enjeux voilà, politiques et aussi culturels et aussi mémoriels sur le sujet de la restitution des œuvres d'art. Aujourd'hui, en termes de bilan, bon, je sais que depuis le discours historique d'Emmanuel Macron à Ouagadougou qui s'était engagé qui avait même donné une période qui, hélas, n'a pas pu être voilà, respectée, c'est comme ça, voilà, qui a abouti en tout cas à la restitution d'œuvres d'art au Bénin, donc 26 œuvres d'art au Bénin qui ont été restituées à ce pays, et aussi un sabre, en fait, le sabre d'El Hadj Omar Tall, qui a été aussi restitué au Sénégal. Il faut aussi dire que le sabre, en fait, c'était un sabre français, voilà, de fabrication française, mais qui, par la force des choses, a appartenu à El Hadj Omar Tall, voilà. Donc il y a eu ça comme en tout cas comme éléments qui ont été engendrés depuis le discours. Il y a eu voilà, une proposition de loi qui a été initiée à l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, j'ai été auditionnée à l'Assemblée nationale et au Sénat il y a quelques années dans le cadre de ce projet de loi. Hélas, ça n'a pas été concrétisé en termes de loi, mais voilà, ça suit son cours, hein. Il faut aussi être patient et être tranquille, hein, être serein par rapport à ce sujet-là, en fait, hein, qui est très très politique, culturel et très très sensible, hein, parce qu'il y a toute une charge émotionnelle, voilà, traumatique qui est liée au trauma colonial, etc., qui parfois personnellement, hein, et c'est un point de vue personnel qui pollue beaucoup le débat et qui oppose quand même deux camps, les victimes et les sauveurs, voilà, les victimes qu'il faut sauver, qu'il faut voilà, tout ce qui est réparation, restitution, etc., comme si l'Afrique avait besoin d'être réparée, restituée pour pouvoir récupérer son identité qui lui aurait été volée, voilà, juste en déplaçant des objets. Voilà. Donc moi je pense qu'aussi que voilà, c'est aussi une occasion de dire que voilà, il faut savoir raison garder dans ce débat-là et dans tous les débats, hein, finalement qui convoque, voilà, tout ce qui est réparation coloniale, enfin aussi réparation liée à l'esclavage, etc. De ne pas se complaire finalement dans le statut de victime, voilà, qu'il faut compenser, qu'il faut voilà, réparer, à qui il faut restituer des objets, des reliques pour
qu'enfin que l'identité soit récupérée, etc. L'Afrique n'a pas besoin finalement d'être réparée en fait par qui que ce soit pour renaître en fait finalement. Oui. Et sens-tu un certain engagement de la part de nos autorités locales? Bon, après, pour l'engagement, ça dépend des pays en fait. Ça dépend des pays, et puis il faut dire qu'en fonction des pays et des peuples, ce n'est pas les mêmes enjeux et ce n'est pas les mêmes œuvres d'art aussi qui sont exposées dans les musées. Par exemple, au Sénégal, on a beaucoup de, par exemple, quand on va au musée du Quai Branly, c'est plus des textiles, voilà, des perles, des colliers ou bien des pierres, etc. C'est pas pareil. Si on se déplace par exemple dans l'Afrique centrale, voilà, ou même dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, où là, on est vraiment dans les statues, voilà, dans les représentations anthropomorphes, donc mi-homme, mi-animal, etc. Donc ce n'est pas les mêmes histoires. Les pays sont très très différents et les enjeux sont très différents, et aussi les intérêts sont très très différents en fait. Donc au Sénégal, je pense qu'on a moins voilà, d'intérêt ou d'émotion à parler d'œuvres d'art, voilà, même si c'est important, je pense que c'est très important de récupérer des œuvres et de les montrer voilà, à la jeunesse, ou pas à la jeunesse, mais de les montrer finalement aux citoyens, voilà, de leur montrer le génie des ancêtres, etc. Mais ce n'est pas la panacée, il y a l'art contemporain aussi, voilà, il y a d'autres types d'art aussi qu'il faut aussi voilà, remettre, mettre au goût du jour, et aussi à qui il faut donner toute la place qu'il mérite. Donc voilà, donc c'est vraiment en fonction des pays. Il y a des pays où les peuples étaient vraiment très très animistes, voilà, ils faisaient des rituels, des cultes, etc. aux ancêtres morts, etc. Mais c'est pas partout pareil. Pas partout pareil. Même dans un pays, il y a des peuples, voilà, qui font certaines choses, d'autres pas, qui ont des statues, d'autres pas. Tous les peuples n'ont pas des statues. Il y en a qui font juste voilà, des cornes ou des trucs voilà, rapidement, etc. Donc c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes enjeux. Et voilà, moi, en tout cas personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours en tout cas milité pour, pas milité parce que je ne suis pas militante en fait, mais voilà, j'ai toujours œuvré pour ça, c'est de récupérer en fait son pouvoir personnel et d'arrêter de donner son pouvoir à l'Occident, ou bien même voilà, à des statues. On ne peut pas donner le pouvoir de la renaissance ou bien de la récupération de l'imaginaire africain qui serait disséminé, etc. L'imaginaire africain n'est pas disséminé. C'est juste que le temps, le monde évolue chaque jour. Voilà, ce qui s'est passé dans l'histoire reste dans l'histoire, le passé est le passé. Donc voilà, il faut vivre au jour le jour. C'est en tout cas moi ce que je pense et ce que je promeus, qu'il ne faut pas rester prisonnier de l'histoire, prisonnier des mémoires traumatiques qui sont finalement imaginaires, parce que vous, comme moi, ou toute autre personne qui aujourd'hui vit en 2024 n'a pas été colonisée, n'a pas eu de trauma colonial, etc. C'est plus des croyances qui ont été voilà, inculquées voilà, à travers aussi la littérature. La littérature aussi, à un moment, il faudra que l'on fasse voilà, un point aussi sur la littérature et sur toutes les archives finalement qui, en les lisant, en fait on entre dans un monde de victimes, ou de oui, il faut se relever, notre identité nous a été volée, ou bien notre imaginaire a été déporté, etc. Alors que ce n'est pas la vérité en fait. Voilà. D'accord. Et pour en revenir au livre, notamment au personnage principal du livre, Pangol, qui m'interpelle en tant que Sérère, n'était-ce pas difficile pour toi d'en parler, sachant que si on prend l'exemple du Sénégal, où il y a plus de musulmans, il y a aussi beaucoup de chrétiens, était-ce facile de concilier les deux, c'est-à-dire le spiritualisme et la religion? Est-ce aisé pour toi de concilier les deux?
Alors, ça c'est une question que je me suis posée après la parution du roman, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires justement sur voilà, des personnes qui m'ont dit mais en fait ça c'est contraire à l'islam, les statues, etc. Même si ça reste une œuvre de fiction, hein, c'est une œuvre de fiction. Le totem n'existe pas dans la vraie vie. Voilà, le totem pangol n'existe pas dans la vraie vie. C'est quelque chose que j'ai créé de toutes pièces avec mon imagination. Et voilà, donc pour en revenir à la question de la religion, donc c'est quelque chose que j'ai eu en tout cas à intégrer moi mes post-publication de mon roman. Voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait que c'est pas compatible, le fait d'adorer des statues, de faire des rituels, etc. Moi je ne me suis pas posé la question, j'ai été très très libre quand j'ai écrit mon roman. Je me suis vraiment focalisée sur j'ai pris pour point de départ la culture sérère, les pangols, le fait que quand par exemple il y a un ancêtre qui meurt et qui est un ancêtre évolué, on va dire, qu'il devient pangol et continue de veiller sur son peuple, sur sa famille, etc. Donc moi je suis partie de là. Et aussi, le sujet de la restitution, c'est quand même un sujet qui n'a pas commencé en 2017. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant, notamment avec Amadou Mokhtar Mbow, mais aussi avec Serge Guézo, à qui je rends vraiment hommage, avec voilà, beaucoup de personnes qui se sont intéressées au sujet, qui se sont battues pour que le sujet revienne vraiment sur la table, sur l'agenda politique, etc. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est quelque chose, je me suis beaucoup documentée, ça m'a aussi beaucoup servi dans mon travail d'écriture. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que, après je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces statues, même si jamais ils reviennent dans un musée, je sais pas moi, par exemple au musée des civilisations noires ou un autre musée africain, le musée des civilisations noires de Dakar, qu'est-ce qu'on fait avec ces statues? Est-ce qu'ils comportent toujours une charge énergétique, magique, voilà, maléfique même, hein, parfois, ou bien est-ce qu'il faut voilà, tuer cette dimension-là spirituelle des statues pour, voilà, pour pouvoir passer à autre chose, parce que voilà, moi de plus en plus avec mon cheminement personnel, spirituel, voilà, prends beaucoup de distance avec les rites et voilà, les rituels, etc. qui n'augurent pas tout le temps des choses lumineuses en fait, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Donc oui, il faut restituer si vraiment on pense que c'est important de montrer au pays ce qui s'est passé, etc. Mais vraiment de le faire de façon tranquille, sereine, et pas vraiment en mode victime. On a besoin d'avoir des objets. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'un objet? Ça change quoi d'avoir un objet ancien ou un objet contemporain? Ça change rien en fait, hein. C'est juste des histoires qu'on raconte aux descendants et à la jeunesse. Il n'y a rien qui change. D'un point de vue personnel, à l'intérieur de soi, il n'y a rien qui change. Le fait d'avoir une statue en France ou au Sénégal ou au Bénin ou je ne sais pas où, en fait, ça ne change rien, en fait. Voilà. Parlons de notre personnage, Sitoé, qui te ressemble beaucoup, je trouve. Serais-tu Sitoé? Je sais qu'elle est arrivée en France. Oui, donc c'est vrai que je me suis beaucoup reposée sur moi, sur ma propre personne, et on dit que finalement, et ça c'est surtout très très valable pour les premiers romans, que les premiers romans sont une sorte de prétexte, hein, pour voilà, tout dire, tout montrer sur soi, etc. Donc oui, Sitoé, c'est une sorte de proportion de moi, hein, aussi bien qui existe, mais aussi qui aurait pu exister, parce que j'aurais peut-être aussi voulu être anthropologue, j'aurais voulu travailler dans des musées, etc., parce que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'ai une vocation vraiment artistique prononcée. Donc voilà, donc Sitoé, c'est un peu le fourre-tout de Fatoumata qui... c'est ce qu'elle est, ce qu'elle a voulu être, ce qu'elle pouvait être, etc., etc. Donc oui, c'est moi, mais c'est pas moi. Voilà, ça reste aussi un personnage de roman. Et moi, j'ai envie de dire que Fatoumata, c'est aussi Wally,
parce que je trouve qu'on a des points en commun. On est arrivé en France très jeune. Fatoumata Sitoé, je pense qu'il est arrivé juste après le bac. Oui. Et c'est pas toujours aisé de changer d'environnement. Elle faisait face aussi à des exigences académiques qui étaient très élevées. Ce serait intéressant que tu puisses revenir sur ce point, sachant que derrière, j'aimerais aussi que tu puisses adresser des conseils à des jeunes qui viennent d'arriver ou qui souhaitent venir en France, mais également aux parents. Oui, exactement. Fatoumata, c'est Wali, c'est Sitoé, voilà, c'est vraiment toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, ont décidé ou pas, enfin, que la vie a amené en tout cas à prendre l'avion et à changer de ville et à venir dans une ville voilà, toute nouvelle pour pouvoir commencer une nouvelle vie estudiantine qui n'est pas toujours facile. Et dans le site dans le totem, il y a toute une partie voilà, sur la vie de Sitoé quand elle était en prépa. Voilà, elle était à Henri IV, dans le quartier latin. Elle a fait Hippocagne. Voilà, donc c'était un programme très très exigeant. Hein. Très très prenant, très très chronophage et énergivore aussi. Et elle a eu à faire des choses pas très bien, on va dire, pour pouvoir tenir vraiment le rythme soutenu de la prépa. Elle s'est sentie très très seule. Donc c'est vraiment le quotidien de presque tous les étudiants. Africains ou pas africains qui viennent, qui à un moment quittent le nid familial pour se retrouver dans le froid et la solitude dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et ça aussi c'est quelque chose que moi, que je voulais aussi, voilà, dont je voulais vraiment parler et vraiment pour pouvoir faire passer des messages sur l'importance de la préparation en fait, hein, donc ça c'est plus par rapport aux parents, voilà, de vraiment préparer leurs enfants à ce qui peut arriver après les études voilà, au lycée, au collège, etc. Parce que ce n'est pas facile vraiment de faire un switch comme ça brutal, voilà, on est dans un nid familial, on est, voilà, couconné, on prend soin de nous. Moi par exemple, j'ai personnellement j'étais quelqu'un qui était très très voilà, choyée, j'étais dans ma bulle, voilà, je faisais juste qu'étudier en fait, je faisais pas grand chose, voilà, j'étudiais, je m'amusais, etc. Et puis bam, la fête est finie, allez, tu vas à Paris, tu te retrouves dans un studio toute seule, etc. Donc c'était aussi une période très très difficile, même si j'avais des amis, voilà, qui étaient aussi venus avec moi en même temps, mais c'était très très difficile de couper le cordon comme ça avec les parents qui ont toujours été là pour me soutenir. Donc en termes de préparation, je pense que voilà, c'est vraiment par rapport à l'éducation qu'on peut donner aux enfants, de moins les choyer, voilà, de les laisser beaucoup plus, voilà, faire plus de choix, plus d'expérience et voilà, de moins les contrôler en fait au jour le jour. Donc ça aussi c'est, voilà, si je peux voilà, prodiguer quelques conseils aux parents, c'est ça, et puis aux élèves aussi, voilà, ça appelle aussi la problématique de la pression. Il y a beaucoup de pression qu'on met sur les jeunes en fait, sur les gamins en fait, finalement. La performance, il faut réussir, il faut toujours être premier. Voilà, on a le syndrome un peu du bon élève, un good student, voilà, qui doit toujours performer. Et voilà, donc c'est vraiment ça aussi, de prendre un peu de recul sur la performance scolaire, sur voilà, le fait d'être le meilleur, de rester meilleur, etc. C'est pas le plus important dans la vie. C'est important d'avoir de l'ambition, mais c'est aussi important de prendre soin de soi et aussi de se poser des questions sur est-ce que c'est ça vraiment que je veux faire, parce que il y a beaucoup de personnes qui font des mauvais trajectoires en fait, qui prennent des choix qui ne sont pas vraiment les leurs et qui se retrouvent à un moment de leur vie à se dire oh là là, en fait c'est pas ça que je voulais faire, etc. Moi je veux m'amuser, je veux faire de l'art, ou bien je veux
je sais pas moi, faire autre chose en fait que des choses vraiment techniques, scientifiques qui ne nourrissent pas vraiment l'âme en fait, qui ne nourrissent pas l'âme, qui ne nourrissent pas l'esprit. Donc ça aussi c'est quelque chose de très très important, de vraiment voilà, de laisser les individus voilà, faire leur propre choix sous réserve qu'ils se connaissent eux-mêmes finalement, justement. Ouais. Et pour le jeune qui actuellement subit des pressions ou fait face à des difficultés, quel serait ton message pour ce jeune? Alors, pour le jeune qui subit des pressions, bon, je vais être un peu radicale en fait. Radicale et un peu politiquement incorrecte. En fait, ça convoque finalement les notions de déloyauté en fait. Je pense qu'à un moment de la vie de l'individu, il faut savoir arracher en fait sa liberté en fait, et ça stipule à un moment il faut être déloyal, mais c'est une déloyauté qui est positive et qui est saine en fait, qui est même sacrée et parfois vitale en fait, de dire en fait non, c'est pas ça que je voulais faire, je veux pas faire ça, je veux plutôt faire ça, et voilà, de prendre ses propres responsabilités, d'être responsable de sa vie, parce que si on vit une vie où on a toujours été voilà, biberonné, où on n'ose pas dire non, par exemple, à ses parents. Bon, je ne dis pas qu'il faut aller à l'Europe, désobéir, etc. Non, mais voilà, donc il faut à un moment aussi, et c'est ça, quand on regarde beaucoup sur par exemple, le cheminement du héros, là je vais être un peu plus philosophique sur le cheminement, le chemin du héros. À un moment, le héros, pour qu'il devienne héros, il faut qu'il trahisse un peu son mentor, ou bien voilà, qu'il soit déloyal en fait, pour pouvoir vivre sa propre destinée. Parce que finalement, si on ne fait pas ça, si on ne sort pas des carcans, ou bien si on ne sort pas des injonctions sociales et culturelles, en fait, on est condamné à vivre dans le rêve d'autrui, en fait. On vit de la vie d'autrui, on ne vit pas sa propre vie, alors que l'individu, qui est vraiment un individu, en fait, il est unique. Il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles, il n'y a pas deux Wali, il n'y a pas deux Fatoumata, il n'y a pas deux personnes. Chaque individu est unique et a une propre fonction et un propre rôle dans la société, dans la vie. Donc, il faut choisir, est-ce qu'on veut vivre la vie d'autrui ou est-ce qu'on veut vivre sa propre vie, s'amuser, voilà, cultiver la joie, cultiver le bonheur, l'amour, le bien-être, ou bien est-ce qu'on veut passer sa vie à faire des choses qui ne nous intéressent pas, qui ne nous nourrissent pas, qui ne font pas grandir l'âme et qui finalement peuvent nous plonger même dans la dépression ou dans la colère en fait finalement, parce que quand on ne vit pas la vie qu'on veut vivre, en fait ça amène des individus qui sont frustrés, colériques, qui passent leur vie à pointer du doigt l'autre, alors que la solution finalement se trouve à l'intérieur de soi. C'est pas l'autre qui nous rend heureux ou qui nous rend prospères, ou etc. Mais c'est à la personne de prendre ses responsabilités. Et parfois, c'est voilà, être déloyal, dire non, voilà, pouvoir faire ses choix. Mais dans le calme, en fait. Moi, je ne sais pas pour... voilà. Dans le calme, quoi, oui. Le respect, oui. C'est vrai. Oui. Restons dans le cadre de ta carrière d'écrivaine. Je sais qu'aussi tu as contribué avec d'autres autrices à la rédaction d'un recueil, Le désir au féminin. Alors, c'est quoi le désir? Oui, oui, en effet, c'est un ouvrage collectif donc, qui est paru en 2022 aux éditions Ramsay. Donc, c'est un ouvrage fait avec une trentaine d'écrivaines voilà, de milieux et d'horizons différents, donc sur le désir au féminin. C'était vraiment carte blanche sur le désir. Donc chacun est venu avec sa propre conception du désir au féminin. Donc ça passe du désir
voilà, on pense tout de suite au désir sexuel, voilà, la sensualité, etc. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait le désir, voilà, par exemple, même l'habillement, hein, le désir de plaire, le désir d'égalité, par exemple. On peut en revenir après sur ce sujet-là. Le désir de vivre, le désir même de détruire, le désir, voilà, c'est vraiment le désir féminin. Et moi, personnellement, j'avais choisi le désir d'écrire, en fait, le désir d'écrire le désir féminin, sur tout ce qui est autocensure, tout ce qui est, comment le dire, tout ce qui est vraiment tabou, en fait, quand on écrit le désir, quand on écrit le corps de la femme, quand on écrit, voilà, tout ce qui est sensualité, sexualité, etc. Voilà, quels sont les garde-fous qui aujourd'hui peuvent empêcher une femme de culture musulmane à écrire vraiment le désir. Qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on ne peut pas écrire, et puis qu'est-ce qui nous fait voilà, nous autocensurer, etc. Donc ça, c'était aussi dans le cadre de mes écrits voilà, personnels, où à un moment je me suis posé la question, mais est-ce que moi, si je vais écrire le désir, mais de façon crue et libre, est-ce que en fait je peux faire ça, en fait. Donc, voilà, donc j'avais abordé la question du désir sur cet angle-là, ouais. Donc c'était une belle publication, vraiment. J'ai fait de belles rencontres et j'ai beaucoup appris sur le désir au féminin, et qui m'a aussi beaucoup confortée sur le fait que en tant que femme, en tant que voilà, être qui porte l'énergie féminine, en fait, on partage une sorte de condition commune, en fait. Hein. Même si, voilà, les cultures peuvent différer, les conditions microscopiques peuvent différer, mais les femmes, finalement, partagent une condition commune, partagent des blessures communes, partagent des combats communs, finalement. Donc ça m'a beaucoup permis de voir voilà, aussi sur la colère des femmes qui, voilà, par rapport au patriarcat, tout ça, voilà, donc c'était une belle expérience en tout cas. Colère des femmes par rapport au patriarcat, ça me fait penser au féminisme. Oui. Alors quelle serait ta définition, toi, du féminisme? Oui, c'est vrai. La colère des femmes, voilà, c'est une sorte de réponse, de réaction organique au patriarcat, à la domination masculine toxique, hein, parce qu'il y a des dominations masculines qui peuvent être saines, c'est ce que je pense. Et je pense que je vais commencer à peut-être dire et assumer, en fait, finalement, parce que c'est important d'assumer. Que je ne suis pas féministe, en fait. Hein. Voilà, il faut que ce soit clair, je ne suis pas féministe. Même si parfois j'ai eu des moments de colère, etc., qui sont... Et ça continue, hein, voilà, j'ai toujours des moments de colère, voilà, par rapport à l'injustice et à la condition des femmes, mais je ne suis pas féministe dans le sens où je ne suis pas pour le combat ou l'opposition des hommes et des femmes, voilà. Même si je comprends, et c'est quelque chose qu'il faut acknowledge, hein, qu'il faut reconnaître que ce n'est pas facile aujourd'hui, en 2024, d'être une femme, en fait, hein. Mais il ne faut pas s'enfermer dans l'opposition homme-femme, dans la réaction, voilà, qu'il faut que la peur change de camp, etc., qu'il faut que les femmes reprennent le pouvoir, etc., qu'il faut se venger des hommes, du patriarcat, etc. Moi, je pense que il faut purger. En fait, là, je pense qu'on est dans une période de purge. Hein. C'est pour ça que la colère peut être très très saine. Et je parle souvent de la sainte colère, en fait. Il faut exprimer sa colère, etc. Mais avoir à l'esprit, en fait, que l'homme et la femme sont deux entités qui sont opposées, hein, totalement opposées, en fait. C'est une cause, moi, qui me tient à cœur, et de plus en plus, hein, pour avoir fait un cheminement, en fait, en ce sens-là, dans ma vie personnelle. Donc voilà. Et puis aussi se dire que finalement, le but de l'individu, c'est pas le pouvoir. Hein. Voilà. On a tendance à penser que l'homme ou bien la femme doit reprendre le pouvoir. Voilà, le pouvoir, c'est pas le pouvoir, c'est la paix, en fait. Hein. Juste la paix.
normal. Quand on pose la question, on peut dire oui, je veux être ça, je veux faire ça, le pouvoir, etc. Oui, mais en fait c'est la paix. On veut juste la paix, on ne veut pas autre chose en fait, hein, finalement. Toujours dans le cadre du féminisme, il y a eu une polémique au Sénégal. Les femmes seraient sous-représentées dans le gouvernement actuel du président, son Excellence Diomaye Faye. Absolument, ouais. Donc ça, c'était une polémique que j'ai suivie de loin, hein, finalement. Enfin, à la fois de loin et de près, parce que j'ai tout de suite compris le pourquoi du comment. En fait, on ne pouvait pas avoir un gouvernement différent de celui qu'on a aujourd'hui. Hein. Voilà, je pense que c'est 4 femmes sur je ne sais pas combien de postes ministériels. Pour moi, en fait, c'est une représentation qui est finalement la réflexion de ce que la société sénégalaise aujourd'hui est. Il ne pouvait pas en être autrement. Et 2, en fait, il faut aussi dire que ce n'est pas parce qu'il y a moitié femme, moitié homme, en fait, que ça veut dire que les femmes sont bien représentées, que la société est égalitaire, etc. Ce n'est pas ça. Ce qu'on voit à l'extérieur, moi c'est comme ça que je vois, que je perçois finalement la vie, ce qui nous est présenté donc dans nos gouvernements, dans nos sociétés, etc. Ce n'est que la réflexion qu'une somme, un agrégat de ce qui se passe dans nos familles, dans nos sociétés, voilà. Donc avoir 4 femmes pour moi aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Quand je dis normal, c'est pas normal, je justifie pas ça ou je n'applaudis pas, mais c'est ce qui est attendu, c'est ce qui est normal en fait. Il ne pouvait pas en être autrement, parce que sinon ce n'est pas organique. Et puis, on peut même faire l'expansion par rapport aussi à la polémique sur l'absence du ministère de la femme. Voilà. C'était ma prochaine question. Oui, donc, qui a été remplacé en tout cas par le ministère de la famille et des solidarités, je crois. Je dois dire personnellement que je suis tout à fait en accord avec ce choix-là qui a été fait en fait, hein, de ne pas avoir de ministère de la femme. Je pense que c'était un signal, je ne sais pas si c'était conscient ou pas, mais c'était un signal très très important pour moi qui est lancé aujourd'hui aux femmes et aux hommes du Sénégal, mais pas qu'au Sénégal en fait, qu'il faut arrêter de considérer la femme comme une entité, voilà, qu'il faut sauver, qu'il faut traiter de façon différente aujourd'hui, même si je pense qu'il faut des politiques publiques qui sont favorables, mais c'est vraiment dans le sens politique, hein, voilà. Donc tout ce qui est politique publique, les opportunités, les droits des femmes par rapport aux hommes, etc. Voilà, tout ce qui est égalité des genres, mais sur le plan politique, structurel en fait, hein. Mais la femme, on doit arrêter de penser que la femme, voilà, est une victime, qu'il faut, voilà, qu'il faut scrutiner, enfin, je ne sais pas comment le dire en français, mais qu'il faut, voilà, observer de façon différente que les hommes, etc., qu'il faut un ministère de la femme, parce que dès qu'on a un ministère de la femme, ça chosifie la femme. Ça le met dans une position de faiblesse, d'inférieur, qu'il faut, voilà, requinquer, etc., pour qu'il puisse enfin être égal de l'homme, parce que la femme n'est pas égale de l'homme, hein. On ne peut pas être égal à quelqu'un qui est différent de nous, en fait, hein. Donc voilà, moi je pense que c'est hélas, c'est ce qui se projette, c'est une sorte de projection à l'extérieur, c'est une projection voilà, de ce qui se passe dans nos psychés, nous, d'un point de vue individuel, mais aussi collectif. C'est juste l'agrégat du collectif, c'est l'inconscient collectif qui nous est présenté dans un gouvernement avec 4 femmes. C'est tout à fait normal, hein. Le jour où les femmes et les hommes seront beaucoup plus conscients et guéris, là ça va être naturel, on aura des femmes, voilà, qui vont représenter, qui vont être au bureau, au gouvernement, mais aujourd'hui on n'est pas prêt, et même si on change de façon cosmétique la composition du gouvernement, ça ne va rien changer en fait, hein. Ça ne va rien changer. Donc le changement vient d'abord individuel pour que ce soit la somme pour que la somme produise un collectif qui est
égalitaire et qui est conscient. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est quelque chose que je voulais aussi vraiment faire passer comme message que il faut laisser, je pense, le gouvernement là où il est. Il faut s'occuper de soi, quoi, en fait. Hein. On laisse les gouvernants faire leur boulot en matière de politique publique. Ils ont été élus pour ça, de façon démocratique. Et je pense que la démocratie, c'est vraiment l'outil le plus parfait pour agréger la somme des inconscients individuels au collectif. Mais il faut s'occuper de soi. C'est pas au gouvernement de nous rendre heureux ou bien de s'occuper de nos vies. C'est à l'individu en fait de s'occuper de soi en fait. Hein. Voilà. Effectivement. Ndax mus nañ fee gis ku wér amoon na bis